Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. La nouvelle de ce livre audio est tirée du recueil Contes des mers du Sud et s'appelle La dent de cachalot. Bonne écoute. Au petit jour, chaussé de ses grandes bottes de cuir, John Starhurst était en route, arpentant le sentier dans la brousse vers les montagnes vaporeuses qui, maintenant plus proches, semblaient tapissées de velours vert. Devant lui marchait un guide nu, plus allant que Naraou, qui demeurait collé à ses talons. Le noir lui avait été prêté par Mongondro, pour le conduire jusqu'au prochain village, qui fut atteint vers le milieu de la journée. Sans plus de succès, John Starhurst renouvela sa prédication, mais un autre guide lui fut obligeamment fourni pour continuer à lui montrer la route. À 1 kilomètre en arrière, suivait discrètement Erirola, avec la dent de cachalot dans le petit panier qu'il portait en bandoulière. Durant 2 jours encore, la marche en avant se poursuivit. John Starhurst, n'obtenant dans les villages qu'il traversait que clignements d'yeux et hochements de têtes incrédules. Toujours, Erirola cheminait à l'arrière-garde, offrant sa dent aux chefs de ces villages. Mais ils la refusaient tous, car à l'arrivée d'Erirola, suivant de si près celle du missionnaire, ils devinaient immédiatement quelle requête leur serait adressée, et ils se récusaient avec, ensemble. Le trio s'enfonçait de plus en plus dans la montagne, et le 3e jour, par un sentier de traverse qu'ils connaissaient, Erirola, prenant les devants, atteignit le premier le village fortifié du bouli de Gatoka. Incontinent, il lui offrit la dent. Elle était, nous l'avons dit, un spécimen du genre, de premier ordre, et par sa couleur, du type le plus rare. Le bouli de Gatoka, qui ignorait jusqu'à l'existence de John Starhurst, n'avait aucune raison de se méfier. Assis sur sa meilleure natte et entouré de tous les notables du village, éventé par les chasse-mouches de ses esclaves qui se tenaient derrière lui, il daigna recevoir publiquement, de son grand maître des cérémonies, le royal cadeau que, par l'intermédiaire d'Erirola, Ravatu avait daigné lui envoyer dans sa montagne. Quand il prit la dent, des acclamations unanimes, accompagnées de claquements de mains, s'élevèrent. Tous les courtisans du bouli et les chasseurs de mouches eux-mêmes crièrent de toute la force de leurs poumons. Quand ce délire fut un peu calmé, Erirola déclara « Bientôt, aujourd'hui même, arrivera ici un homme blanc. C'est un missionnaire, nouvellement débarqué à Viti-le-Voux. Il a de bien belles bottes, et de ces bottes, mon cousin Ravatu a un vif désir. » Tous les courtisans du bouli et les chasseurs de mouches eux-mêmes crièrent de toute la force de leurs poumons. Ah, woi, 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 ah, woi, 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 ataboua, levu, woi, woi, amodoua, moudoua. Quand ce délire fut un peu calmé, Erirola déclara « Bientôt, aujourd'hui même, arrivera ici un homme blanc. C'est un missionnaire, nouvellement débarqué à Viti-le-Voux. Il a de bien belles bottes, et de ces bottes, mon cousin Ravatu a un vif désir. Non pas pour lui, personnellement, mais afin d'en faire don à son cher ami Mongondro, qu'il chérit par-dessus tout. Mongondro se fait vieux, et ses bottes seront, pour lui, d'une grande utilité. Les pieds peuvent rester dans les bottes, mais le reliquat doit demeurer ici. » Un nuage passa sur le front du bouli, pas méchant homme au fond, et qui se mit à faire la moue en considérant la dent de cachalot. Le charme du cadeau était rompu. Il interrogea, d'un regard hésitant, le cercle des notables qui l'entouraient et qui, pudiquement, baissèrent les yeux. Il était pris. Il avait accepté la dent. Un missionnaire, ô bouli, suggéra Erirola, est une bien petite chose, et l'importance en est mince. Évidemment, répondit le bouli, qui reprenait ses esprits. Une petite chose, un rien. Mongondro aura les bottes.
que 3 des jeunes hommes ici présents s'en aillent sur le sentier au-devant du missionnaire, et qu'ils l'amènent. Qu'ils l'amènent, sans oublier les bottes. C'est inutile, s'exclama Erirola. Le voici justement qui arrive. John Starhurst, toujours flanqué de Naraou, émergeait en effet de la brousse et s'avançait fièrement sur l'étroite esplanade où trônait le bouli de Gatoka. Il le regarda fixement et promena ses yeux autour de lui. Ses douces prunelles grises flamboyaient. Inaccessible au doute et à la crainte, confiant dans Dieu qui l'envoyait, il exultait de bonheur. Car il n'ignorait pas que, depuis l'origine des temps, il était le premier homme blanc qui, dans la montagne de Viti-le-Voux, foulait le sol de la forteresse de Gatoka. Elle était située dans une gorge escarpée, encaissée entre 2 précipices où, de droite et de gauche, pareilles à des ruches d'abeilles, les paillotes du village s'accrochaient aux rochers, en surplombant le cours torrentueux de la Rewa. 3 heures de soleil, au maximum, pénétraient journellement dans ce sinistre et noir boyau, qui n'avait ni coquetier ni bananier, mais qu'envahissait une végétation tropicale touffue, émergeant de toutes les crevasses du roc et faisant pendre, vers l'eau écumeuse, ses lourds festons. À l'entrée de la gorge, la Rewa exécutait un bond de 250 mètres d'un seul jet, et toute l'atmosphère vibrait de l'effroyable vacarme produit par cette chute. John Starhurst s'avança donc vers le bouli, chaussé des fameuses bottes d'où giclait, à chacun de ses pas, l'eau dont elle s'était remplie au passage du dernier gué de la Rewa. « Je te salue, ô bouli, dit le missionnaire, et viens t'apporter des paroles amies. »« Très bien, et qui t'envoie ?»« Dieu. »« C'est un nom nouveau pour moi, répondit le bouli, en grimaçant un sourire. Jamais, à Viti-le-Voux, je ne l'ai entendu prononcer. De quelles îles, de quel village et de quel détroit est-il le chef ? Il est le chef de toutes les îles qui existent sur la vaste mer. Le chef de tous les détroits qui les séparent, de tous les villages qu'elle porte, lança John Starhurst avec solennité. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, et c'est sa voix qui parle par ma bouche. A-t-il aussi envoyé des dents de cachalot ? Nullement, mais la foi que je t'apporte est plus précieuse, infiniment. C'est cependant, rétorqua le bouli, la coutume entre chefs de s'envoyer en signe d'amitié quelques-unes de ses dents. De 2 choses l'une. Ou le chef dont tu me parles est un méprisable avare, ou tu es, quant à toi, un grand sot de t'en venir jusqu'ici les mains vides. Regarde plutôt, un plus généreux t'a devancé. Et le bouli montra à John Starhurst la dent qu'il avait reçue d'Erirola. À cette vue, Naraou poussa un sourd grognement. « La dent, murmura-t-il à l'oreille du missionnaire, a été envoyée par Ravatu. À qui elle appartenait, je la connais bien. Nous sommes trahis. » Starhurst passa la main dans sa longue barbe et rajusta ses lunettes. « Jolie dent, en effet, répondit-il au bouli. Si Ravatu t'en a fait si gracieusement hommage, c'est afin, j'en suis persuadé, de me préparer près de toi un accueil favorable. » Mais Naraou gémit plus profondément et, blêmissant, sous sa peau noire, s'écarta craintivement de John Starhurst. « Ravatu, ô bouli, poursuivit le missionnaire, a décidé de se faire chrétien. À toi aussi je suis venu apporter le lotou. »« Je n'en veux pas de ton lotou, riposta le bouli avec arrogance. J'ai plutôt dans l'idée que tu seras bientôt assommé. » Le bouli fit un signe à l'un de ces énormes noirs, qui s'approcha en balançant une massue.
Naraou s'élança dans la paillote la plus proche, afin de s'y cacher parmi les femmes et les nattes. John Starhurst, au contraire, bondit vers le noir en se courbant sous la massue et jeta vivement ses bras autour du cou de l'homme, qui l'immobilisa. Puis, il entreprit de discuter avec lui, de discuter pour sa vie, mais sans affolement ni effroi. « Frère, dit-il, tu accomplirais en me tuant une mauvaise action, car je ne t'ai jamais causé aucun mal, et n'en ai pas causé davantage à Bouli. » Il s'agrippait si étroitement au cou du noir que les autres massues présentes n'osaient pas intervenir. Les assistants se contentaient de réclamer sa mort à grands cris. « Je suis John Starhurst, continua-t-il avec calme. J'ai peiné 3 ans durant dans les îles Fidji, et je ne l'ai pas fait pour en tirer un bénéfice matériel. Je suis venu parmi vous pour votre bien moral uniquement. Pourquoi voulez-vous me tuer ? Me tuer ne profitera à personne. » Le bouli tenait toujours dans sa main la dent de cachalot et la regardait. Elle était le prix de la mort de l'homme blanc. John Starhurst était entouré d'une nuée de sauvages nus qui se bousculaient pour l'atteindre. Le chant de mort, le chant du four s'éleva et couvrit sa voix. Mais il continuait à enlacer si tenacement son bourreau, il se collait à son corps avec de telles torsions que nul ne pouvait, sans frapper l'homme en même temps, lui porter le coup mortel. Amusé, Erirola regardait en souriant. Mais le bouli entra dans une grande colère. « Tous, allez-vous-en, beugla-t-il. Un seul blanc, sans armes, vous tenir en échec ? Quand l'histoire en sera connue, on en rira sur toute la côte. » Les Noirs s'écartèrent, et John Starhurst clama. « De toi aussi, ô bouli. Je saurais bien venir à bout, car mes armes sont la vérité et la justice. Aucun être humain ne leur saurait résister. »« Viens donc à moi, répondit le bouli. Je n'ai pour arme qu'une pauvre massue, et tu n'as, en ce cas, rien à craindre. » John Starhurst avança d'un pas en essuyant ses lunettes, qu'ensuite il remit bien en place, et les 2 hommes se trouvèrent seuls, face à face. « Allons, tue-moi si tu le peux, » défia le roi nègre, en s'appuyant sur sa lourde et noueuse massue de guerre qu'on lui avait apportée. John Starhurst recommença à discuter et reprit son argument favori. « Dis-moi d'abord, si c'est toi qui me tues, ce que tu gagneras à ma mort. »« Ma massue répondra pour moi, » répliqua le bouli. John Starhurst, appelant à lui toute sa rhétorique, entassa raisonnement sur raisonnement, mais la réponse était toujours identique. En même temps, le bouli surveillait soigneusement les mouvements du missionnaire, afin que celui-ci ne se glissât point, de nouveau, sous la massue soulevée. Seulement alors, John Starhurst comprit que sa fin était proche. Il n'essaya plus de ruser, et, tête nue, se dressant de toute sa taille dans un rai de soleil, il pria à haute voix. Il représentait bien la mystérieuse figure de l'homme blanc qui, au péril de sa vie, affronte le sauvage au plus profond de son repère et, par la Bible, les balles de son fusil ou la bouteille de rhum prétend, à tout prix, le convertir. « Pardonne-leur, Seigneur, priait-il, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aie pitié d'eux dans ta compassion universelle. Ton divin Fils est mort sur la croix, afin que tous les hommes puissent un jour devenir aussi tous tes enfants. Nous sommes venus de toi, et vers toi nous désirons retourner. La terre est sombre, Seigneur. Là-haut est la lumière. Étends ta main toute puissante sur les pauvres habitants des Fidji. De la damnation éternelle, daigne sauver ces infortunés cannibales. » Le bouli s'impatienta. « Tu parles beaucoup, dit-il. C'est maintenant à moi de prendre la parole. » Et il souleva des 2 mains sa massue, puis la laissa retomber. Toujours blotti parmi les femmes et les nattes, Naraou entendit, en frissonnant, le choc lourd du coup. Il comprit que John Starhurst
avait été abattu, mais vivait encore. Car, tandis que retentissait le chant de la mort et que le corps était traîné au four, la voix du missionnaire murmurait « Doucement, je vous prie, traînez-moi plus doucement, car je suis le champion de Dieu et de mon pays. Vous connaîtrez un jour la vraie foi, vous la connaîtrez et remercierez Dieu. » La voix du bouli tonna dans la rumeur qui avait suivi la chute de l'homme blanc et demanda « Qu'est devenu l'homme hardi qui nous bravait ?» 100 voix rugirent. « On le traîne au four pour le cuire. » Un autre homme l'accompagnait, c'était un poltron. Qu'est-il lui aussi devenu ? Le même rugissement répondit. Il a pris la fuite. Il est parti. Il est parti raconter l'histoire. Si cette histoire t'a plu et que tu souhaites en écouter davantage, je t'invite à t'abonner au podcast de lecture de Londé pour ne rien rater. Sinon, n'hésite pas à venir interagir dans les commentaires. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce livre audio. À très vite, ciao!